Bonjour, donc on va citer des champs magnétiques générés en A. On passe à la correction de l'exercice numéro 2. Donc, la première question. Le champ magnétique généré à l'extérieur d'un aimant droit n'est pas uniforme. Donc, vous savez que les lignes de champ ne sont pas des droites parallèles. Pourquoi? Tout simplement, on n'a pas la même intensité, ni même sens, ni même direction. Donc, parce que ce qu'on écrit ici, le champ magnétique généré à l'extérieur d'un aimant droit n'est pas uniforme. Les vecteurs champ magnétique n'ont pas tout même direction, même sens et même intensité. Donc, le champ n'est pas uniforme. On peut également le justifier en disant que les lignes de champ ne sont pas des droites parallèles. Donc, vous voyez ici, les lignes de champ à l'extérieur de l'aimant sont courbées, sont des cercles qui entre par le pôle sud de l'aimant et sort par le pôle nord. Donc, si on met une aiguille aimantée, on va voir la même chose. Donc, les vecteurs champ magnétiques sont tangents aux lignes de champ, c'est toujours, on va voir ça. Deuxième question, le champ magnétique généré par le solénoïde n'est pas uniforme à l'extérieur du solénoïde. Donc, à l'extérieur du solénoïde, les lignes de champ sont comme dans le cas d'un aimant, sont des cercles. Mais il est à l'intérieur. Donc, on a vu qu'à l'intérieur des solénoïdes, on a des lignes de champ qui sont des droites parallèles. Les lignes de champ sont des droites parallèles. On trouve le sens du champ magnétique au centre du solénoïde grâce à la règle de la main droite, où l'observateur d'Ampère, le bonhomme d'Ampère, on en déduit ensuite le sens des lignes de champ et des vecteurs champ magnétiques qui leur sont tangents. Donc ici, le courant du haut vers le bas. Donc, si vous mettez le courant entre par la main et sort par les doigts, vous trouvez bien le sens du champ magnétique qui est vers la droite, c'est-à-dire de P vers N. Donc, la boussole ici, sud-nord. Donc, on a essayé de donner les lignes de champ à l'intérieur. Donc, à l'intérieur du solénoïde, on a un champ magnétique uniforme. Mais à l'extérieur, on a le champ, ici, le champ n'est pas uniforme. Donc, troisièmement, le calcul du champ magnétique, on a B égale à mi0 NI sur L. Donc, 4pi 10 à la puissance moins 7, c'est 1,256 10 à la puissance moins 6. Donc, c'est pour cette raison que j'ai écrit ici 1,256 10 à la puissance moins 6 fois 200 fois 2 sur 0,80 pardon, égale 6,3 10 à la puissance moins 4 Tesla. Je passe à l'exercice 3. Calculer l'intensité des courants qu'il faut faire circuler dans un fil de cuivre pour que le champ magnétique à 1 cm du fil ait une intensité égale à 1 millitesla. Donc, je passe à la correction en utilisant tout simplement la relation calcul de l'intensité du courant. On sait que B égale mi0 sur 2pi I sur D. C'est ça la relation que nous avons vue dans le cours. Avec mi0, c'est 4pi 10 à la puissance moins 7 dans le système international. Donc, ou bien on peut écrire tout simplement, on remplace mi0 par 4pi 10 à la puissance moins 7. On trouve B égale à 2 fois 10 à la puissance moins 7 I sur D.
Donc, I, c'est 1 milli, l'intensité égale à 1 millitesla du champ magnétique. Donc, on peut trouver I, c'est B fois D sur 2 fois 10 à la puissance moins 7. Application numérique, on trouve 50 ampères. On a B, c'est 1 millitesla, c'est 1 10 à la puissance moins 3. D, c'est 1 fois 10 à la puissance moins 7, la conversion des centimètres en mètres. Sur 2 à la puissance, 2 fois 10 à la puissance moins 7, on trouve 50, tu calcules fait, on trouve I égale à 50 ampères, pardon. Exercice 4, on a vu, non, c'est pas ça, c'est l'exercice 5. Une bobine parcourue par un courant d'intensité I créé en M, un champ magnétique de norme B1 égale à 2 millitesla. Un aimant A créé au même point un champ magnétique de norme B2 égale à 4 millitesla. Donc on a un couplage de champ magnétique entre une bobine et un aimant. La question 1, représentez les vecteurs champs magnétiques créés en M par chacune des deux sources. Représentez le vecteur champ magnétique résultant et enfin déterminer sa norme. Donc pour la représentation, donc vous savez bien que pour l'aimant on peut utiliser une aiguille aimantée. Donc ici, on a le sud et le nord, c'est-à-dire le champ magnétique créé par l'aimant et du point 1 vers le haut, comme j'ai dessiné ici. Donc, et pour la bobine, on utilise la main droite. Donc, vous trouvez que le champ est de M vers la droite. Pour l'aimant, on utilise une aiguille aimantée. Vous trouvez de M vers le haut. Donc, c'est ça la représentation. Donc, ici, c'est B2 et ici, c'est B1. Deuxièmement, représentant le vecteur champ magnétique résultant. Donc, on a B2 et B2. Là, on va dans la figure faire la parallèle à B2 et la parallèle à B1 et on trouve en bleu, comme vous voyez, le champ magnétique résultant. Si on mesure par une règle, on trouve à peu près 5,5 millitesla. Donc une échelle convenable, vous trouvez à peu près graphiquement 5,5 millitesla. Maintenant, déterminons la norme du champ magnétique. Donc ici, on a B1, B2 et en bleu, on a B. Donc B au carré, donc c'est une relation que vous trouvez en maths. D'après la représentation, on a B carré égale à B2 au carré plus B1 au carré. Ici, on n'a pas un angle droit. Donc, on n'a pas un angle droit, plus 2 cos B1, B2. Donc, on va mettre la racine carrée. La racine carrée B1 au carré plus B2 au carré plus 2 B1, B2 cosinus B1, B2. On trouve à peu près 5,3 millitesla. C'est à peu près la même chose qu'on peut trouver graphique. Exercice 5, on dispose des circuits indiqués sur le schéma suivant. E égale à 4,5 volts, R égale à 1 ohm, résistance du barreau, etc. Donc, voilà la figure que vous voyez devant vous. Donc, représentez ce circuit vide d'ici lorsque l'observateur se situe au-dessus des plans P. Indiquez sur ce schéma les vecteurs L, B et F en justifiant leur orientation. Indiquez également le sens de l'intensité électrique dans le circuit. Troisièmement, calculez la valeur de l'intensité électrique I. Déterminez
la valeur de l'angle alpha en précisant entre quel vecteur il est pris, déterminer l'intensité de la force de la place comme question 5. Donc on commence là, 0,05 newton. Donc je passe maintenant à l'exercice 6 pour terminer. Je laisse l'exercice 7 qui est facultatif. Les rails de Laplace. Donc comme titre, on a mis les rails de Laplace. Une barre en cuivre Mn de masse M et de longueur L peut glisser, c'est pas peur, peut glisser sans frottement sur deux rails métalliques A1 et A2. Vous voyez ici on a A1 et A2 liés par leur extrémité A1 et A1'. À un générateur qui fournit au circuit un courant d'intensité I constante. Les deux rails sont horizontales, parallèles et fixes. La barre qui est perpendiculaire au rail se trouve dans un champ magnétique B, uniforme B. Précisez les caractéristiques de la force de la place exercée sur la barre dans les trois cas suivants. B, perpendiculaire au plan des rails et de sens vers le bas. P, deuxième cas, B parallèle aux deux rails et appartenant à leur plan sans sens et de A1 à A2. A1 à A2. Discuté selon la valeur de M. B, troisième cas et dernier cas, B se trouve dans le plan des rails. Sa direction forme un angle alpha égal à 30 degrés avec la barre Mn et à sa gauche. Deuxièmement, calculer le travail de la force de la place lorsque la barre Mn se translate d'une distance D égale à 4 cm dans le premier cas. On donne I égale à 2 ampères, B 0,02 Tesla, L égale à 10 cm et G égale à 10 Newton kg moins 1. On passe maintenant à la correction de l'exercice 6 et le dernier exercice. Bien entendu, je ne vais pas corriger l'exercice 7, c'est facultatif. Donc les caractéristiques de la force de la place, lorsqu'on parle des caractéristiques, on parle des caractéristiques d'un vecteur, c'est-à-dire le point d'application de la force de la place est au milieu de la barre, Mn. Vous voyez ici Mn, c'est le milieu de la barre, c'est le point d'application comme on a vu, nous avons vu dans notre cours. Pour déterminer la direction et le sens de la force de la place, on pratique la règle des 3 doigts de la main droite ou bien le bonhomme d'ampère. Pour déterminer l'intensité de la force de la place, on applique la relation I fois Mn. Ici, on a la longueur, c'est Mn. B, sinus qui se trouve entre B et Mn. Premier cas, F est parallèle aux deux rails et de sens vers la droite, comme j'ai indiqué ici à droite. Donc, l'intensité, c'est F égale, donc il y a B, c'est vers le bas, c'est 12 fois 0,1 fois 0,02, sinus de 90, on trouve F égale à 0,024 newton. Deuxième cas, F est perpendiculaire au plan des deux rails et de sens vers le haut, comme j'ai indiqué ici, vers le haut. Donc, l'intensité, donc toujours B est perpendiculaire, donc on a AI, donc on a toujours sinus alpha, c'est 1, c'est-à-dire sinus de 90 degrés. La barre reste en équilibre avec des valeurs de M qui vérifie l'inégalité P égale à M fois G supérieur ou égal à F. Donc, dans ce cas, M, c'est supérieur ou égal à F qui est 0,024 sur G qui est 10. Donc, on trouve 2,4, 10 à la puissance moins 3 kg. C'est-à-dire M est supérieur ou égal à 2,4 grammes. État avec M égale à 2,4 grammes, la barre se trouve à un état
d'apesanteur, comme si la barre n'est pas soumise à l'attraction terrestre, mais elle touche légèrement les deux rails. Troisième cas, F est perpendiculaire au plan des rails et vers le bas, son intensité est F. Ici, on a fait B et U, bien B et MN, fait un angle de 30. Donc, c'est sinus de 30. On trouve F égale à 0,012 newton. Et enfin, le calcul du travail. Dans le premier cas, la barre glisse parallèlement à elle-même. Si le plan des rails est vers la droite, donc c'est le premier cas, sous l'action de la force de la place parallèle aux deux rails. Donc on sait que le travail c'est F fois D, donc le déplacement c'est 4 cm. Donc, le travail, c'est 0,024 fois 4 10 à la puissance moins 2. On trouve 9,6 10 à la puissance moins 4 newton. Merci pour votre attention. J'ai terminé la résolution de la série de magnétique.